David Fayon. Je sais pas si tu te rends compte, David, ça va pas nous rajeunir, mais la première fois que je t'ai interviewé, on était en 2009, il y a 10 ans. Oui. Ça te donne pas un peu le vertige, non? Non. Alors, peut-être pas ça, mais le vertige provient peut-être de toutes ces transformations incroyables qui se sont produites en 10 ans. Enfin, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que c'était il y a 40 ans, quoi. Disons qu'il y Qu'est-ce a qui s'est passé en 10 ans, une, d'ailleurs, dans le une numérique? accélération du temps avec Eh oui, la loi de Moore qui continue à se vérifier, ouais. le nombre d'internautes qui a explosé, le phénomène des réseaux sociaux, le web 2.0, on y est complètement dedans, et même par certains côtés 3.0. Il y a le boom, l'explosion des smartphones, avec 2007, le lancement de l'iPhone, et puis la montée en puissance de l'ensemble des Et GAFA. depuis, ça ne s'est plus arrêté. Non. Bon. Alors, les GAFA, toi, t'es allé les étudier, t'es carrément allé aux États-Unis. Tu rentres de Oui. 3 ans aux États-Unis. 3 ans intenses, Tu regrettes? au cœur de la Silicon Valley. Tu regrettes? Il y a du bon et du mauvais côté, hein. Ouais. Bon, quelle a été. Raconte-nous les premières claques que tu t'es prises intellectuellement, toi, le Frenchie cool hein, de la transformation digitale, parce que ça faisait quand même des années que tu écrivais là-dessus, tu as publié plusieurs bouquins. Donc tu arrives avec quand même une capacité de documentation réelle, parce que tu as fait plus de recherches que le commun des mortels sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as appris en arrivant là-bas que tu savais pas? Que les codes sociaux sont complètement différents, Ouais. qu'on part plus bas, mais qu'on peut monter très haut très rapidement, qu'on regarde d'abord les côtés positifs et que toutes les difficultés, tous les problèmes peuvent être source d'opportunités à créer du business. Mais ça, tu le savais déjà tout ça. Oui, mais sauf que là, on le voit de façon accélérée. Et puis, il y a aussi la capacité à lever des fonds qui est sans commune mesure. Ici, quand une start-up démarre, elle va lever peut-être 1 million d'euros si ça se passe bien, et encore avec des fonds BPI, un petit bricolage, etc. Alors que dans la Silicon Valley, ou même à New York, quand on lève 10 ou 15 millions, on dit ouais, c'est standard. Eh oui, c'est ça. Alors, 10 ans, ça signifie aussi que des choses changent, il y a des choses qui ne changent pas. Donc tu nous dis, voilà, on s'est ancré dans le web 2.0, juste c'est-à-dire 3.0 à certains égards. Tout le monde ne sait pas forcément ce que David Fayon, qui écrit depuis des années sur la transformation digitale, entend par 3.0. Alors C'est pas un 3.0, gadget pour toi. non, 3.0 c'est la conjonction de l'Internet des objets et de la sémantisation du web. Le web 2.0, c'est un web collaboratif avec les données qui sont au cœur et puis des évolutions techniques. J'adore quand tu parles sur un ton très docte et professoral comme ça, parce que je sens que c'est ce qui permet de gratifier nos amis internautes, de ce, tu sais, de ce sentiment très agréable de j'écoute un gars intelligent, j'apprends quelque chose. Apprends-nous encore des choses. Tu as écrit un article là récemment sur l'année 2019 numérique telle qu'elle s'annonce. Tu fais en quelque sorte tes prédictions. Alors, Qu'est-ce que tu peux nous dire d'un peu paradoxal et surprenant que les gens ne savent pas forcément, n'anticipent pas forcément? alors, il y a déjà des choses qui sont annoncées, comme la fermeture de Google Plus en avril. Ça fait mal ça, hein. Ben, Enfin, moi ça me fait mal, hein. J'y ai cru, hein. En tout cas j'ai essayé à une époque, non pas toi? j'ai essayé parce qu'il faut être présent partout. Mais il y a d'autres signaux faibles, c'est-à-dire Mm. que Snapchat va piétiner et que finalement, chez les jeunes, c'est Instagram qui progresse le plus. Ah oui. Donc ça sert à rien que je me mette à Snapchat parce que je voulais avoir l'air cool. Je me disais, moi je Non, suis un peu là. Snapchat, il faut avoir. Il y a un ticket d'entrée, hein, une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus grande, Ah oui, c'est vrai. alors Parce que que. toi et moi, on est un peu la génération, on est déjà has-been avec Twitter, non? Oui, et Twitter est beaucoup moins utilisé, je le vois chez les 20-22 ans, Oui. pour lesquels j'interviens, je donne des cours, qu'il y a quelques années. Quand on faisait un cours en M1, M2, il y avait énormément de tweets ou de live tweets pendant le cours. Là, c'est devenu très modéré. Toi qui t'intéresses justement à l'avenir des réseaux, j'ai une question peut-être un peu stupide à te poser, mais Twitter, ça va devenir quoi? Twitter, ça reste l'un des 5 majeurs des réseaux sociaux. Mm. Sachant que le numéro 1, et il n'y a pas photo, c'est Facebook. Et dans l'écosystème Facebook, c'est pas que Facebook, c'est WhatsApp, Instagram, Messenger. Il y a même des questions de tout fusionner dans une seule application, Mm. avec Mark Zuckerberg qui dit ah ça peut être un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir qui peut être aussi également au service du pouvoir. On l'a vu avec Cambridge Analytica en 2018, pardon. Mais ça peut très bien être un prototype d'un outil Big Brother. Alors il faut quand même se rappeler aussi que tu as publié un ouvrage assez profond, qui est d'ailleurs, tu me l'avais dit en aparté, c'est un peu ton bébé, quoi, c'est sur la géopolitique de l'Internet. Tu fais partie de ceux qui s'intéressent au dessous des cartes. Oui, c'est-à-dire qu'il faut soulever le capot Voilà. pour comprendre le fonctionnement du moteur d'une voiture. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que on voit ça dans les couches applicatives, dans les couches hautes,
mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tuyauterie. On ignore par exemple que 99% du trafic intercontinental passe par des câbles sous-marins, alors qu'on pourrait croire que tout passe par liaison satellite. Ben non, c'est pas le cas. Alors, ce qui est très intéressant quand on regarde aussi le dessous des cartes, c'est qu'il y a aussi une notion de suprématie économique en provenance du monde anglo-saxon et de dépendance aussi de nous, de la vieille Europe, hein, sur le plan des technologies numériques, envers eux. Est-ce que tu as de l'espoir là-dedans qu'on puisse retrouver une certaine forme de souveraineté numérique? L'espoir fait vivre, mais comme sur une corde raide, disait, je crois, Paul Valéry. La vérité, c'est qu'on assiste de façon quasi impuissante et de façon utopique à un combat de titans entre les États-Unis et la Chine. La Chine, l'obsession, c'est de devenir la superpuissance mondiale et de damer le pion aux États-Unis. Ils investissent massivement en intelligence artificielle, ils ont des champions, ils ont la taille critique, parce que sur les 1,4 milliard de citoyens chinois, il y a peut-être plus de 400 ou 500 millions d'internautes. Ils ont des géants... Et c'est dire aussi toute la marge de croissance, d'ailleurs. Voilà, il y a une marge de croissance dans les zones rurales, etc. Et il y a l'équivalent des GAFA, les BATX, avec celui qui est le plus connu en France, Alibaba. Alibaba, bien sûr. Bon, alors, d'abord, est-ce que ça signifie que ton prochain voyage de 3 ans d'études, tu vas le faire en Chine? Alors, si on fait des voyages, c'est des projets familiaux, donc il faut en discuter. Il y a aussi la scolarisation des enfants, il y a plein de choses à Mais blague à rebattre. part, tu as passé 3 ans donc, dans la Silicon Valley, c'est superbe, et tu nous as fait un vrai cadeau. Tu as interviewé de grands entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les rencontres que tu as faites? Dis-nous ta préférée. Il y en a une qui sort du lot pour toi? Alors, ce qui m'a surtout marqué, c'est que l'Europe focalise beaucoup sur les GAFAM, mais on a tendance à sous-estimer les Cisco, les Intel, tout un tas d'autres acteurs qui ont leurs sièges sociaux dans la Silicon Valley et qui alimentent tout l'écosystème. Et en fait, c'est l'intégration verticale où ils sont très forts entre le matériel, le logiciel et les données. Et qui tu as pu interviewer donc chez eux? Différents VP de boîtes au sein des GAFAM. Ouais, d'accord. Certains interviews ont été faits en mode anonyme, parce qu'il y a la culture du secret, notamment chez Apple. De toute façon, tu as publié l'essentiel. J'ai publié l'essentiel dans le titre du livre? Made in Silicon Valley. Made in Silicon Valley, sous-titré, pour nos amis internautes. Sous-titré du numérique en Amérique. Du numérique en Amérique, très bien. Mais tu n'as pas répondu à ma question, c'est quelle est l'interview qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus plu? J'en ai pas, parce que chaque interview est une expérience humaine différente. On apprend à la fois techniquement, mais également une vision stratégique, l'importance des soft skills aussi, qui était plus en avance de phase aux États-Unis et qui vient depuis plusieurs mois en France. Donc ça change pas mal de posture dans le travail, dans le rapport au temps, dans le rapport à l'action, etc. Bon, tu travailles quand même dans un grand groupe français. Oui. Tu sais ce que c'est la culture française au travail. Tu sais que toi et moi, on a un point commun. Tu as peut-être passé 3 ans aux États-Unis, mais moi, 10. Je faisais beaucoup d'allers-retours. On est complémentaires. Côte Est, côte Ouest. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même le vertige qui me prend, ne serait-ce qu'en y pensant rétrospectivement, hein, qui est ce vertige provoqué par le gap culturel spectaculaire, le rapport au travail, le rapport à l'efficience. Hein, le rapport à l'argent aussi. Hein, le rapport à l'argent, beaucoup plus décontracté, il faut le dire. C'est la culture protestante, hein, donc, et puis l'importance aussi de la communauté juive dans les milieux d'affaires. Ouais. Et donc tout ça, c'est l'argent décomplexé, et l'argent est un moyen pour pouvoir créer des entreprises, sachant aussi que les États-Unis, c'est 250 années d'histoire, donc ils sont très tournés vers le futur. Alors que, par exemple, la Chine est tournée vers un futur long terme, parce que ils ont le temps du Vatican qui va jouer pour eux. Alors que l'Europe, la France et l'Italie en particulier, contemplent un passé nostalgique, prestigieux. Quand on voit des villes comme Venise, comme Paris, c'est beau. Alors que les villes aux États-Unis sont relativement moches, à part San Francisco, quelques-unes qui ont un peu de charme. Alors, le terrain sur lequel je voulais t'amener, c'est celui que j'ai bien connu en tant que Frenchie de retour. Alors moi, j'avais le mal du pays, je voulais voir ma famille, je me suis dit, je ne vais pas passer 10 ans de plus aux États-Unis.
Mais quand même, ça m'a profondément marqué. Hein. J'imagine que tu ressens la même chose. Et ça nous marque notamment quand on revient au travail. On ne peut pas s'empêcher. Alors au début, on est peut-être un petit peu maladroitement donneur de leçons, on dit aux gens ce qu'on a vu, et donc on est rempli d'idées, tout ça. Petit à petit, ça sédimente, hein, le soufflet retombe, on prend un petit peu de recul, et on est capable de faire la synthèse. Et on se dit, il y a quand même deux, trois choses que j'aimerais apporter dans mon environnement professionnel. Bon, tu me connais, quelques personnes dans ma communauté le savent aussi. Je veux vraiment apporter la culture du pitch, du nudge, le parcours cognitif, la transformation cognitive dans les organisations, la sales transformation, le sales enablement. Bon voilà, moi tu vois, ça c'est mon nuage de tags. Tu le connais d'autant mieux que tu nous rejoins maintenant dans le cadre des forces, on va faire des choses ensemble. Mais David, je t'ai jamais demandé quel était toi ton nuage de tags, les mots-clés comme ça, les concepts qui te plaisent au point que tu voudrais si possible, alors sachant en plus que tu es dans un poste assez haut placé dans une grande organisation française, quels sont ceux que tu voudrais instiller, insuffler dans le cadre de ton travail en France? Qu'est-ce que tu voudrais rapporter de cette Alors expérience? j'ai eu le droit à combien de mots-clés? À tout ce que tu voudras. Moi, tu as vu, j'ai réussi à t'en donner plein. Bon, je vais essayer d'en prendre 5 comme Allez, on au voit hasard, l'humain. voilà. Transformation digitale, Ouais. innovation. Alors, transformation digitale, on est déjà en plein dedans, mais pour toi, il y a une approche américaine, plus peut-être C'est plutôt performante pour ça? l'approche que j'ai développée dans ma thèse, mais qui est alimentée par des travaux de recherche de chercheurs américains, du Ouais. design organisationnel, également ce que j'ai pu observer à Stanford avec les porosités entre le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, le monde des startups, de l'innovation. C'est pour moi la transformation digitale, c'est 6 leviers, 6 composantes, Oui. qui sont l'organisation, les personnes, la technologie et l'innovation, l'offre, ce qu'on va vendre in fine, l'environnement, économique, politique, lobbying, et tout ça au service de la stratégie. Donc ça, c'est mon premier mot-clé, transformation digitale. D'accord. Et là, ce que tu viens de nous dire, juste avant de passer au suivant, c'est la synthèse de ce que tu as retenu de ton acculturation à l'approche américaine de la... Alors, j'avais déjà une Ouais. pré-acculturation, Oui, bien sûr. mais après, ça a Oui. renforcé un certain nombre de points, et puis il y en a d'autres que je regarde d'un œil différent, sachant aussi que le temps tourne très vite. Hein. Une loi de Moore, c'est tous les 18 mois, donc là, j'ai vécu 2 lois de Moore, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et simplement pour terminer sur ce sujet-là, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire les différences avec la culture française de la transformation digitale, si tant est qu'il y ait quelque chose de révélateur à retenir, Alors, c'est plus au sens de la vision, plus au sens de la prise de risque, et au sens que les dirigeants, et alors c'est à la fois un frein et un accélérateur, Ouais. sont jugés sur des objectifs court terme avec, et on le voit aussi dans le monde politique, l'objectif de la réélection. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre des décisions qui vont déplaire ou qui vont phagocyter le chiffre d'affaires à court terme. C'est par exemple le syndrome Nokia, il y avait, ou le syndrome Kodak, c'est encore plus parlant. Il y avait toutes les compétences en interne pour développer une offre numérique, mais cette offre numérique aurait cannibalisé les équipes qui étaient sur l'offre argentique. Et donc, ils ont attendu et ils se sont fait balayer. Et ce que je veux dire, après cette parenthèse, c'est que les dirigeants sont très focalisés sur le court terme, des profit warnings, la pression boursière, et on va préférer, quand je dis on, c'est un pronom d'imbécile, mais c'est en cadre général, on va préférer relancer les ventes avec un plan marketing et commercial ambitieux, plutôt que d'investir sur des pépites, des startups, des relais de croissance, qui vont rapporter quelques milliers d'euros la première année, quelques centaines de milliers la seconde, et puis la troisième ou quatrième année, ça commencera à se voir dans le bas de page. Mais ça, c'est une culture qui n'est pas ancrée dans les mentalités. Pourquoi? Parce que le dirigeant, il a une espérance de vie qui est peut-être de 6 mois à 1 an. Il est jugé dans son management sur l'année en cours. Or, s'il investit pour faire des expérimentations, des POC, qui a une idée de co-entreprise ou d'autres choses, ce ne sera pas immédiat. Mais pourtant, il y a des dirigeants qui sont visionnaires. Par exemple, à la SNCF, il y a eu Voyage SNCF, c'était dire on va faire de l'innovation, mais pas en interne parce qu'il y aura un poids de la technostructure qui va être étouffant. Donc on fait une entité à part. Et puis après, une fois elle est passée à l'échelle, comme on dit aux États-Unis, qu'elle a la masse critique, eh bien on va voir comment la marier, comment l'intégrer avec la culture maison-mère. Donc ça, c'est une façon de faire qui est pas mal. Excellent. Donc premier mot-clé avec ce décryptage, merci, parce que c'est quand même assez riche, je dirais, de pistes de réflexion pour comprendre les deux approches culturelles de la
Transformation digitale. Alors, Alors ensuite, après, il y a, toujours dans la transformation digitale, il y a les exemples à suivre. Les exemples à suivre viennent des GAFA. Avec le mode de management à la Google. Le mode de management à la Google s'inspire beaucoup des universités, avec un management à 360 degrés, où on a des évaluations par des pairs, par des collaborateurs, etc. Et ça a permis d'avoir aussi une diversité dans l'entreprise, avec un dirigeant de Google qui est d'origine indienne. D'ailleurs, on retrouve d'ailleurs cette richesse avec l'apport de la culture indienne, où, comme la culture française, on est très jugé sur la capacité à gérer des hommes, et ça se matérialise par le PDG de Microsoft, le PDG de Google, celui d'Adobe, qui sont américains d'origine indienne. excellent. Petite parenthèse. Très bonne parenthèse. Bon. Allez, je te donne encore d'autres mots-clés parce que là, tu es en train de nous éduquer. Alors, ça, c'est nous transformation apporter des choses digitale. très Alors, intéressantes. s'inspirer des bonnes pratiques des GAFA. On y va. Je parlais de Google, mais je n'ai pas fini la parenthèse. Ouais. C'est que Google, c'est un mode de management à 360 degrés. Ouais. C'est aussi la loi des 80-20 pour les directeurs de projet, les développeurs, concepteurs. Ils vont consacrer 20% de temps personnel, enfin de temps professionnel à des projets personnels. Et c'est comme ça qu'est né Gmail, c'est comme ça qu'est né Cardboard. C'est tout un tas de projets qui ensuite ont été intégrés dans l'offre Google. Et c'est aussi la capacité à être agile dans l'acquisition, mais alors il faut pour ça avoir beaucoup de cash, pour dire on veut accélérer le go-to-market, donc soit on développe en interne, soit on repère des startups ou des sociétés déjà avancées et on les rachète et on les intègre dans notre écosystème. Donc ça c'est beaucoup à faire. Alors, sachant qu'en France, on commence à le faire, il y a des entreprises qui sont rachetées, mais si après il y a un choc culturel et que la mayonnaise ne prend pas, c'est de l'argent qui est parfois dépensé pour rien. Bon, donc les suivants. Transformation digitale. 2, numérique. Eh oui. Ouais, le numérique, Tout simplement. j'y suis comme dans un poisson dans l'eau, c'est notre pain quotidien. Les différences La différence. Alors, entre nos deux cultures. déjà, les Américains disent digital. Nous, il y a des querelles. Est-ce qu'on va dire numérique? Est-ce Toi, qu'on tu va as fait dire le choix digital? de digital d'ailleurs, pourquoi? Digital est plus... Quand tu parles de digital transformation, mission. Transformation digitale plutôt que transformation numérique. Voilà. C'est un que choix, tu l'as expliqué dans un article. c'est un choix marketing. Ouais. Et en fait, on a fait le choix, mon co-auteur Michael Tartar et moi, de ne pas choisir. Que c'était finalement, comme on dit en mathématiques, une variable muette. Et que l'on appelle numérique ou digital, ce qu'il y a derrière, c'est la même chose. D'accord. Alors il y en a qui disent en français, on ne va pas utiliser digital parce que ça renvoie au doigt. Mais c'est le digit, le chiffre qui en binaire est 0 ou 1. Donc le courant passe ou ne passe pas. Donc ça c'est la première chose. Sachant que dans les milieux plus corporate, on va dire Conseil national du numérique, secrétaire d'État au numérique, mais dans le monde de l'entreprise, on va plus facilement avoir une logique orientée business et on va plutôt employer le mot digital. C'est pour moi la seule différence. Après, je laisse les gens trancher. Après, ça fait des buzz, des batailles de tweets, etc. Mais ça, c'est un... C'est pas vraiment un sujet pour Non, le pour moi, Bon. c'est un non-sujet. Rien de révélateur. Non. Ok. Mais pourquoi choisir le mot numérique? Je reviens des États-Unis et je retiens des mots-clés importants. C'est quelque chose à me transmettre qui correspond à cette phase d'acculturation. Pourquoi avoir choisi ça? Pourquoi le numérique? On n'a qu'à voir... Parce que c'est bon, on sait qu'on est déjà dedans, mais quoi On de est, plus, on quoi est de neuf? déjà dedans, mais il y a une fracture numérique qui est colossale en France. Entre les petites entreprises, et les TPE, plus d'une TPE ou voire une PME sur deux n'a pas de site web ou de présence sur les réseaux sociaux. Les grandes entreprises qui font du numérique rajoutent parfois du numérique comme des rustines et sont encore en mode silo. Le marketing ne va pas parler aux commerciaux, ne va pas parler aux RH. Il n'y a pas de plus petits communs multiples dans le langage digital et dans les usages des outils. Et souvent, il y a des cartographies au niveau des systèmes d'information qui sont complexes avec 200 ou 300 applications dans des grands groupes de type EDF, etc. Donc ça, c'est un frein à l'agilité. Et puis il y a des process de changement qui sont longs et c'est aussi la difficulté de coopération entre les startups et les grandes entreprises, c'est que le temps n'est pas le même. La startup va raisonner en termes de pitch, l'entreprise en termes de cahier des charges. Après, il faut trouver un langage commun qui peut être l'expérimentation, un use case, où finalement l'un et l'autre
vont parler ensemble avec un langage commun, facteur clé de succès. Il y a une meilleure capacité d'intégration de l'offre de valeur des startups dans la Silicon Valley Oui, bah déjà que celle qui existe il y a en de France. l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de fonds à placer. C'est pas le même écosystème à la fois économique, politique, etc. Et c'est un État à part, hein. L'État de Californie a voté à 80% démocrate. Mais c'est pas démocrate au sens gauche qu'on entend en France, mais c'est plutôt un centre droit, on va dire. Ouais. Alors que les républicains, avec Trump, sont très conservateurs. Donc c'est plus la même ligne de démarcation. Et tous les États de la côte ouest des États-Unis vont être un peu plus ouverts et vont voter plus démocrate. Après, je ne fais pas de politique, je fais juste un constat. Et donc, il y a peut-être plus de volonté de vouloir changer les choses, de vouloir disrupter. Et dans la Silicon Valley, il y a aussi un melting pot qui est possible là-bas, qui est plus difficile chez nous, parce qu'ils viennent avec la volonté de changer le monde, avec des très gros salaires pour les concepteurs-développeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une inégalité. Il y a peut-être 4 ou 5% de chômage, mais il n'y a pas de classe moyenne. Et il y a des classes en bas de l'échelle, des gardeners, des jardiniers, des babysitters, etc., qui sont souvent d'origine mexicaine et qui sont là en fonction support d'une classe qui est soit aisée, mais qui doit quand même compter ses fins de mois, parce que le logement est très très cher. Pour se loger à Palo Alto, c'est un peu les prix de Paris 7e. Enfin, ce n'est pas les mêmes échelles. David, toi qui travailles à la direction du système d'information d'un grand groupe, avant ça, tu étais au marketing et tu reviens d'un voyage d'acculturation dans la Silicon Valley, donc quelques années, le plus gros de ta carrière dans un grand groupe qui, pour ne pas le nommer, est La Poste, et puis 3 ans d'acculturation aux US. Bon, comme moi, tu as dû aussi constater le gap culturel qui existe dans les modes relationnels entre le marketing et la vente. On dit qu'en ce moment, d'ailleurs, la vente doit se transformer, enfin, tout autant que le marketing d'ailleurs, hein, à l'aune de cette pression à la transformation numérique. Bon, ok. C'est quoi les grands modes de... Comment dire comment tu décryptes le mode de fonctionnement vente marketing US versus France, et qu'est-ce que tu penses que l'on pourrait utiliser comme source d'inspiration, et notamment quand on travaille dans un grand groupe comme La Poste? Alors, ce que je vois qui est très emblématique pour moi, c'est la persévérance des commerciaux américains. Contrairement à un Français, si on dit voilà, je ne suis pas intéressé, etc., l'affaire s'arrête là. Alors l'Américain, s'il n'arrive pas à rentrer par la porte, il va rentrer par la fenêtre. Et s'il n'arrive pas à la fenêtre, il fait la cheminée, etc. Voilà, il a toujours un moyen d'entrer pour aller séduire le client. Et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Oui, parce qu'un tel comportement en France serait perçu comme intrusif, agressif, désagréable. Voilà, dérangeant. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui caractérise les outils comme les GAFA, avec le rapport des données et des données personnelles par rapport au service produit. Donc la gratuité du produit, c'est en l'échange de l'utilisation d'un service. On a coutume de dire en France que vente, marketing, c'est chien et chat, ça dépend des boîtes, dans certaines c'est très harmonieux, mais c'est pas qu'une image d'Épinal. Moi-même, je rentre dans des entreprises où on me fait état de ces tensions. Qu'en est-il dans les sociétés américaines, et qu'est-ce qui pourrait nous inspirer? Ce qui peut nous inspirer, c'est le fait qu'il y a un objectif commun, et au-delà des objectifs individuels, il y a une dimension qui est plus forte entre le marketing et le commercial. Le commercial est au service du marketing. Non, le marketing est au service du commercial, pardon. Si on raisonne en France, c'est souvent le marketing qui peut être sous tutelle du commercial, parce que c'est le commercial qui va ramener le chiffre d'affaires, pas forcément la marge, parce que parfois pour garder un client, on va pas hésiter pour le commercial à sacrifier les marges. Et donc il y a un petit jeu qui n'est pas toujours sain entre les deux. Après, la bonne attitude, ça pourrait être de voir comment, avec des outils collaboratifs communs, avec des méthodes de travail partagées, le marketing et le commercial pourraient travailler ensemble
voire pour certaines fonctions à être fusionnées entre marketing et commercial, c'est tout ce qui est le sales enablement Ouais. et tout ce qui va derrière, quoi. Parce que tu sais que moi je suis allé encore plus loin que toi, hein. Ma vision des boîtes américaines, c'est que le directeur marketing, le CMO d'une boîte, une société américaine, est tout autant sur un siège éjectable que le reste de l'équipe commerciale. Là où en France, quand même, on a tendance à fouetter à coups de bois vert les commerciaux, qu'on va monitorer sur leurs résultats, et on va être quand même beaucoup plus ferme et beaucoup moins indulgent avec eux, me semble-t-il. Bon, évidemment, on ne peut pas généraliser, Alors après, mais il y a aussi quelque chose qui est différent, c'est l'importance de la part variable, qui est quand même plus importante aux États-Unis qu'en France. Et pas simplement pour les fonctions commerciales. On peut avoir des fonctions dans l'entreprise tout autres, où on a une part variable qui peut représenter plusieurs semaines, voire quelques mois de salaire. Alors qu'en France, les marges de manœuvre sont beaucoup plus étroites. alors ça aussi, c'est très paradoxal parce que c'est l'Amérique, le pays de tous les contrats, c'est aussi le pays dans lequel on a très en avance sur les autres, anticipé des expériences du type suppression des systèmes de bonus. Dans certaines sociétés américaines, notamment dans les Silicon Valley, tu as des expérimentations managériales tout à fait surprenantes où en fait on part du principe que les commerciaux aiment faire des affaires et n'ont pas pour seul moteur le plaisir de rentrer du chiffre pour eux et de gagner des commissions. Ils participent au projet de l'entreprise et ils sont sur des salaires équivalents à celui du CIO, quoi. Tu as rencontré des boîtes comme ça qui faisaient des tests un peu avancés? Non, mais je peux quand même dire que pour Google, par exemple, il Oui. y a une classification avec 12 niveaux pour les ingénieurs et on peut avoir des profils techniques qui sont beaucoup plus valorisés que des profils commerciaux ou des profils où on manage, je ne sais pas, 500 ou 1000 personnes. Donc en fait, c'est un, un rapport à la fonction, au pouvoir, au budget géré qui est complètement différent. Hmm. Alors maintenant, on va revenir sur les mots-clés et essayer de reboucler quand même sur le thème de ton article qui fait un petit exercice de prospective sur l'année 2019, l'année numérique 2019. Quel serait, allez, on en prend un dernier, le dernier concept qui mérite qu'on s'y attarde. Donc après transformation digitale, numérique ou digital, bon, on pourrait parler d'innovation, Ouais. d'agilité. Je te propose de choisir l'un des deux. Bon, alors moi, je serais sur l'agilité, parce que depuis le temps qu'on parle de l'agilité, toi, tu nous proposes d'en faire un de tes mots-clés pour 2019. Pourquoi? Quoi de neuf? Ben, quoi de neuf, c'est qu'on est de plus en plus dans les entreprises et dans les grandes entreprises à constituer des structures projets un peu commando, Scrum, Safe, il y a tout un tas d'outils qui permettent cela. Et quand je suis parti aux États-Unis il y a 4 ans, et entre mon départ et mon retour, j'ai vu cette transformation s'opérer dans les entreprises françaises. Et c'est plus un rapport à vouloir casser des silos, à être plus collaboratif et donc à participer à la transformation digitale de l'organisation par l'angle justement travailler ensemble et trouver des alternatives qui ne soient pas simplement des plateaux projets, mais plutôt une adocratie Hmm. où on essaye, en fonction du contexte, du projet, d'être plus créateur de valeur. Enfin, il y a 10 ans, David, on nous parlait de l'entreprise 2.0 qui allait tout désiloter. Qu'est-ce qui fait que tu y crois un peu plus cette année? Ce que j'y Ton crois, envie d'espérer ou des signaux plus non, 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 forts? c'est qu'il y a quand même plus de maturité, qu'il y a des bonnes pratiques. Après, il y a aussi le côté obscur de certains acteurs. Quand on voit Netflix avec son management et sa politique RH qui est contrastée. Donc tout ne peut pas être fait en ayant de la pression en permanence sur les résultats, etc. C'est aussi un des problèmes connus chez Apple, hein, d'ailleurs. Aussi, oui. Après, il y a les histoires de turnover, il y a des choses Systémique, hein. qui sont cachées. Après, c'est aussi le fait de passer d'une logique d'obligation de moyens à une obligation de résultat. On n'est plus à poinçonner heure de départ, heure d'arrivée, mais on va avoir une explosion des frontières vie perso, vie pro, qui peut donner beaucoup de stress aussi à des cadres, et pas simplement à des cadres ou des personnes plus haut placées dans l'entreprise, parce qu'il faut réinventer des frontières vie perso, vie pro, parce que avec l'omnicanalité, on peut être sollicité sur son smartphone, sur sa tablette pour les commerciaux, Oui. sur le PC fixe, mobile, portable, etc. Donc après, on n'en finit pas. Mais néanmoins, on peut aussi avoir des opportunités, c'est-à-dire si je dois quitter plus tôt le travail et ensuite
pour des raisons personnelles, et ensuite si j'ai envie de travailler après 21h quand mes enfants sont couchés, c'est une possibilité aussi. Donc après, c'est un accord à trouver entre finalement l'employeur, son N+1 et son N+2 et soi-même, même si la direction qui est peut-être un peu plus en retard par rapport à ces pratiques, c'est la direction des ressources humaines qui est très codifiée par rapport à des procédures, etc., avec le jeu des partenaires sociaux dans les grandes entreprises. Et donc, on doit faire un comportement global. Et les écarts types ou les électrons libres dans les organisations sont un petit peu vus comme bizarres car trop disruptifs. Il y a un terme un peu savant dont je sais de sources sûres pour en avoir déjà parlé avec toi qui te plaît beaucoup, c'est le terme de l'holacratie. C'est pas nouveau, mais tu en parles dans tes petits exercices de prospective. Tu penses que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, non plus comme un simple signal, mais comme une vraie tendance de fond? Oui, alors, si je fais un petit parallèle, il y a des termes comme l'intelligence artificielle, ça a été créé dans les années 50. Et c'est finalement, il y a 2 ans qu'il y a eu le boom de l'intelligence artificielle. Maintenant, on parle des chatbots. Et puis, l'intelligence artificielle étant quelque chose qui englobe tout, on parle du machine learning, du deep learning, on fait la différence. Pour l'holacratie, c'est pareil, mais avec quelques années d'écart. Je pense qu'on va en parler de plus en plus, sachant que ça permet une organisation qui est beaucoup plus agile, apprenante, avec des rôles et des personnes. Et donc, par rapport à des organigrammes classiques, c'est plus pareil. Il y a peu d'organisations qui l'ont mise en pratique, parce que c'est très contraignant. Et en Également, en toute termes honnêteté, de tu règles. arrives à faire quelques petites expérimentations dans ton entreprise, La Poste? Alors, moi, au sein de ma petite équipe, j'essaye d'être à la fois holacratique, d'être Scrum oriented, avec par exemple le stand-up meeting chaque matin pour faire le point sur les actions qu'on a faites la veille, celles qu'on va faire aujourd'hui, les rendez-vous importants, Tu sais que ça me etc. fait marrer parce que le stand-up meeting de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je faisais ça en 1999 à Boston, quoi. Et en Oui, France, on est mais en train de le découvrir. on le découvre, on la met à l'eau du jour. Euh, tout ne peut pas être culturellement Mais avoue-le, accepté et franchement, David, acceptable. il a fallu que tu ailles aux US pour te dire, faut vraiment s'y mettre. Avoue-le. C'est Après, là-bas que tu as pris conscience de Après, moi l'urgence, j'ai quand j'ai eu même. quelques petits étincelles qui m'ont dit tiens, ça, il Eh faut oui. peut-être mettre l'accélérateur, Ouais. ou ça, c'est une perte de temps, c'est Eh oui. gadget. Donc après, il faut voir aussi. C'est-à-dire que, Hmm. en fait, il y a les outils, et puis après, la philosophie, la pratique au quotidien. Mais la Et philosophie, c'est l'aspect le plus important. Attardons-nous sur le stand-up meeting. Pourquoi on fait des stand-up meetings aux États-Unis? Il faut le dire, moi je l'explique à mes camarades français. Pourquoi on le fait? Bah parce que stand-up meeting, on tombe pas dans la réunionnite. Donc on avait par exemple un mot-clé, on s'envoyait un petit texte ou quelque chose sur les réseaux sociaux en disant on se fait un SM5. Ça veut dire stand-up meeting 5 minutes, ou alors SM10, SM15, d'accord? Et en fait, parce qu'on est debout, on ne pouvait pas perdre de temps. Bon, moi je trouve que ça aussi, c'est, alors simplement pour la boutade et le clin d'œil, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais quand même, la réunionnite à la française, c'est quelque chose qui m'impressionne. Quand je rentre des États-Unis, je me dis, c'est vrai que là-dessus, on a tout à apprendre. Et c'est peut-être pour ça que, alors qu'on a beaucoup plus de vacances que nos amis américains, on reste beaucoup plus tard au bureau. oui, mais alors il y a des choses qui sont différentes et qui ne peuvent pas être transposables. Dis-moi. Par exemple, la pause méridienne, on passe plus de temps à parler, que ce soit avec des collaborateurs, avec des dîners extérieurs, avec des partenaires, des fournisseurs, etc. C'est très riche de sens Ouais. et ça permet aussi d'être plus efficace et plus humain au travail. Donc on y gagne et c'est un bon investissement plutôt que de manger debout avec son Big Mac ou de la sous-alimentation qui Oui, est non, pas bien bonne sûr. pour la santé. Bien sûr, il y a le pour et le contre des deux côtés, mais en fait, c'est vrai que le numérique a ceci de magnifique qu'il permet il amène une porosité culturelle quoi, Tout à entre fait. les continents. Donc, Bon, pas simplement parce que quelqu'un comme toi a voyagé, revient et est encore un peu imprégné de ces pratiques, de ce choc culturel qui crée de nouvelles étincelles, mais aussi parce que finalement, il y a une interpénétration quoi, des cultures. Tu vois ça d'un œil positif, là, comme je le fais, ou parfois tu t'inquiètes sous la pression des GAFAM, toi? non, je vois ça d'un point de vue positif, Ouais. même si je regrette que la France soit plus dans la communication numérique, soit plus dans la dissuasion, dans le réflexe franco-français gaulois de taxer, Eh oui. qui est préjudiciable. Je prends juste un exemple pour conclure, celui de la taxation des GAFAM. C'est une fausse bonne idée, parce que à partir du moment où on est en situation de monopole, ce qui est le cas pour ces acteurs dominants, eh bien, si on les taxe plus, ils vont répercuter cela à leurs clients en augmentant leurs tarifs. Et résultat, ça va être des TPE, des PME et des grosses entreprises qui vont payer. Donc finalement, il faudrait trouver une solution bien plus ingénieuse pour qu'ils
payent l'impôt, qu'il n'y ait pas de fraude Tu as une à piste? l'impôt. Il y en a plusieurs. Il y a déjà les paradis fiscaux, une harmonisation au niveau planétaire, pourquoi pas une taxe Tobin pour toutes les transactions financières, ne serait-ce que 0, Les paradis fiscaux, attends, t'as dit, tu veux dire, il faut travailler avec les paradis fiscaux pour aller à la chasse aux taxes. Mais ça, c'est bon, ça va prendre des décennies, non? il faudrait pouvoir faire ça de façon Il y a un truc que tu accélérée. n'oses pas nous dire, David? Tu dis si je le dis, je vais me faire taper dessus ou quoi? Non, je ne sais pas que j'ose Ok. pas le Non, je dire. me disais que peut-être t'allais sur ce terrain-là parce que tu avais des idées pour que ça puisse fonctionner. Moi, tu vois, je vais Mais t'avouer un c'est truc, c'est je suis pas, c'est pas complètement mon domaine, défaitiste. c'est pas mon domaine, Bon. mais ce que je vois, c'est que... Donc t'es comme moi, t'es défaitiste, tu penses qu'on non, pourra je pas ne non suis pas plus faire défaitiste, mais un coup de baguette magique, c'est impossible à ce stade. non, je pense qu'on est un petit peu trop dans un système babélien en Europe, Ouais. où finalement tout le monde part d'une voie dispersée. On nous vante l'axe franco-allemand, mais il y a l'Espagne qui est qui est un pays avec lequel on exporte plus que qu'on va importer, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou de l'Italie, par exemple, Et ouais. qui a d'autres Et sans axes parler à de l'Afrique développer. du Nord et de tout ce qu'on peut faire, nous, avec l'Afrique aussi, quand même. Hein. C'est l'enjeu aussi de la francophonie. Ouais. Des 200, peut-être bientôt 250 millions de citoyens dans le monde qui parlent le français. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi un écosystème numérique à la française, mais qui ne soit pas trop franco-centré, mais qui soit en même temps ouvert vers l'extérieur? Et ce qui reste complexe à imaginer, mais après c'est la page d'histoire à écrire, c'est la troisième voie, où la France pourrait être la tête de pont du numérique en Europe, pour peser face aux États-Unis et à la Chine. Si on ne fait pas ça, ben, on va rester spectateur. Mais je pense que justement, il y a l'alternative au monopole du numérique. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bon, il y a des petites choses qui sont timides en France, courantes par exemple, mais après, il faudrait pouvoir permettre d'accélérer les choses. Ça va être un des sujets de la réédition de ton livre sur la transformation digitale? Non, pas exactement. Là, c'est plutôt des réflexions d'ordre stratégie économique Ah mais je suis bête, et tu politique. as aussi cet ouvrage sur la géopolitique de l'Internet, donc peut-être que celui-là aussi, tu vas nous faire une update bientôt? Pour l'instant, j'ai d'autres projets dans les cartons, mais néanmoins, quoi qu'il en soit, je resterai un spectateur attentif et un acteur du monde numérique, puisque c'est mon ADN. Bon, est-ce que tu veux bien être l'interlocuteur des Forst, hein, l'association pour la transformation de la vente, pour tous ces sujets à la fois transformation digitale, mais aussi géopolitique de l'Internet? On a besoin de quelqu'un pour nous éclairer, nous donner le dessous des cartes, mais à l'échelle de la tectonique des plaques. Tu veux bien? Je veux bien, même si au niveau tectonique des plaques, j'ai pas connu d'autres tremblements de terre dans la Californie, hormis celui de Napa Valley, mais qui n'a pas eu d'impact en ce qui me concerne. Ah, t'as senti la vibration? Non, je ne l'ai même pas senti, alors que certains qui étaient un peu plus au nord, à Sunnyvale ou Los Altos, l'ont senti. Bon, alors pour ce qui est de la technique des plaques numériques, cette fois-ci, on a besoin vraiment de quelqu'un qui prend de la hauteur, comme tu le fais, qui fait des recherches. En plus, tu ne travailles pas seul, tu travailles avec d'autres chercheurs. Il faudrait vraiment que on arrive à retirer la substantifique moelle de toute cette connaissance dans ce qu'elle a d'applicable. Alors non plus seulement dans le cadre un petit peu, on va dire, confidentiel de la recherche universitaire, mais dans le monde du business aussi. Moi, je déplore... Recherche appliquée, oui. Voilà, moi je déplore vraiment que l'application, la mise en application de la recherche dans le monde des entreprises soit encore un peu timide en France pour tout ce qui a trait néanmoins au numérique. Hein. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui. C'est quelque chose qui m'ennuie vraiment. Voilà. Alors voilà, chers amis Internet, vous voyez, on a reçu avec plaisir l'ami David Fayon qui est auteur et vous êtes nombreux à avoir des raisonnements séminaux assez profonds dans vos écosystèmes. Vous publiez des livres, mais aussi tout simplement des articles parfois très poussés. On a vraiment plaisir dans ce studio à vous recevoir à chaque fois que vous avez des visions, des convictions, de la passion à partager. Vous êtes les bienvenus. Et pour le connaître, depuis 10 ans, l'ami David Fayon, si au lieu de simplement produire vous-même pour le moment votre propre contenu, vous voulez du moins challenger des cerveaux comme le sien, vous pouvez donc, dans le contexte de cette page, poser des questions, parce que voilà, pour le connaître, je sais qu'il vous répondra. Ça sera peut-être le challenge pour une prochaine interview, ou en tout cas pour aller peut-être sur des terrains liés à l'innovation qu'on n'a pas eu le temps d'explorer là dans le cadre de cet échange. Merci David, Merci, et Frédéric. à bientôt dans ce studio. À bientôt.